Un garde du corps reçoit une offre de 5 millions pour trahir Ibrahim Traoré. Ce qui suit. Le soleil couchant embrasait l'horizon de la savane burkinabé, peignant le ciel de teintes orangées qui se reflétaient sur les terres ocres. Dans un convoi discret composé de 3 véhicules tout-terrain, le capitaine Ibrahim Traoré, président intérimaire du Burkina Faso, parcourait une piste poussiéreuse s'enfonçant dans la région rurale de Moun, sa terre natale. À bord du véhicule central, ce jeune officier de 34 ans, devenu chef d'État après avoir renversé le colonel Damiba en septembre 2022, consultait distraitement des documents relatifs au projet social qu'il venait inaugurer, loin des caméras et du protocole habituel. « Nous arriverons dans 20 minutes, Excellence », annonça Youssouf Diallo, son garde du corps principal, un homme trapu aux épaules larges et au regard perçant. Ancien membre des forces spéciales avant d'être affecté à la protection rapprochée du président, Youssouf était réputé pour sa loyauté indéfectible et son sens aigu de l'observation. Traoré acquiesça simplement. Contrairement à nombre de ses prédécesseurs, il préférait l'action au discours. Ce déplacement secret visait à lancer un programme de microcrédit et de formation agricole dans des villages isolés, loin des regards occidentaux et des ingérences étrangères qu'il dénonçait régulièrement dans ses allocutions. Sa vision d'un Burkina Faso souverain, inspirée par le légendaire Thomas Sankara, résonnait profondément auprès de la jeunesse du pays. « Les notables sont prévenus », demanda Traoré, ajustant son béret rouge, devenu emblème de son leadership. « Oui, mais comme vous l'avez demandé, ils pensent que vous êtes simplement un envoyé du ministère. Votre identité restera confidentielle jusqu'à votre arrivée », répondit Youssouf tout en scrutant les alentours avec la vigilance d'un faucon. Le président hocha la tête, satisfait. Son authenticité et son refus du faste présidentiel lui avaient valu une popularité sans précédent. Pour beaucoup, il incarnait l'espoir d'une véritable indépendance face aux anciennes puissances coloniales. Après 3 heures de route, le convoi s'arrêta près d'un petit village pour une courte pause. Les hommes s'étirèrent tandis que Youssouf s'éloignait quelques instants pour vérifier le périmètre, son arme réglementaire soigneusement sécurisée. C'est à ce moment que son téléphone vibra dans sa poche. Un message d'un numéro inconnu s'afficha sur l'écran. 5 millions de dollars. C'est ce que tu recevras si tu nous indiques précisément la localisation de Traoré dans les prochaines 48 heures. Une nouvelle vie t'attend. Un compte offshore à ton nom est déjà prêt. Youssouf fronça les sourcils, son visage habituellement impassible trahissant momentanément sa surprise. Ce n'était pas la première tentative de corruption depuis qu'il protégeait le jeune président. La garde rapprochée des chefs d'État africains était souvent la cible de telles approches. Mais le montant était sans précédent. Il effaça immédiatement le message, troublé, mais déterminé à rester fidèle à sa mission et aux valeurs qu'il défendait. Le soir venu, le convoi atteignit enfin sa destination. Un village modeste où les habitants, prévenus à la dernière minute de l'identité réelle de leurs visiteurs, accueillirent Traoré avec une joie non feinte mais contenue. Le président échangea longuement avec les agriculteurs locaux, s'enquérant de leurs besoins et de leurs difficultés, prenant des notes lui-même dans un petit carnet usé. Après un repas simple partagé avec les villageois, Traoré se retira dans la case qui lui était réservée pour la nuit. Youssouf vérifia méthodiquement les lieux avant de prendre position à l'extérieur. C'est alors qu'il reçut un second message, accompagné cette fois d'une photo qui glaça son sang. Sa sœur cadette, bâillonnée et visiblement terrifiée, apparaissait à l'image, un journal du jour posé sur ses genoux prouvant l'authenticité du cliché. « Nous avons ta sœur. Tu as 24 heures pour coopérer ou sa vie sera en danger. Aucune négociation possible. Réponds simplement oui et nous te contacterons avec les détails. » Le monde de Youssouf s'écroula. Pendant des années, il avait servi son pays avec une loyauté inébranlable. D'abord comme soldat combattant les insurgés djihadistes dans le nord, puis comme garde du corps d'un homme en qui il croyait sincèrement. Metcha, sa sœur, était tout ce qui lui restait de sa famille, depuis que leurs parents avaient été tués lors d'une attaque contre leur village natal. Il l'avait pratiquement élevée lui-même, travaillant 2 fois plus dur pour financer ses études. Elle était devenue institutrice, fierté de sa communauté. La nuit fut interminable. Allongé sur sa natte dans l'antichambre de la case présidentielle, Youssouf ne trouvait pas le sommeil, torturé par l'impossible choix qui s'offrait à lui.
Les images de sa sœur se mêlaient aux souvenirs de son serment d'allégeance à Traoré et à la patrie. À l'aube, les yeux cernés mais le dos droit, il se rendit dans la case de Traoré pour vérifier la sécurité avant son réveil. Le président dormait paisiblement, inconscient du drame qui se jouait dans l'esprit de son protecteur. Youssouf s'attarda quelques secondes, observant cet homme jeune qui portait sur ses épaules l'espoir de tout un peuple. « Sera-t-il possible que vous me pardonniez un jour » murmura-t-il dans la pénombre avant de sortir silencieusement. À midi, alors que le président échangeait avec les responsables locaux sur l'implantation du centre de formation agricole, Youssouf sentit son téléphone vibrer à nouveau. Le message était bref et sans appel. Dernière chance. Les coordonnées dans 1 heure, ou tu ne reverras jamais ta sœur vivante. Le visage de Youssouf, habituellement impassible, trahit pour la première fois une émotion que Traoré, à l'autre bout de la pièce, sembla remarquer. Leurs regards se croisèrent un instant. Dans les yeux du président, Youssouf crut distinguer quelque chose d'indéfinissable. Comme si, par un mystérieux instinct, Traoré avait perçu que son fidèle garde du corps se trouvait soudain au bord d'un précipice moral dont il ne voyait pas l'issue. La chaleur écrasante de l'après-midi n'était rien comparée à la fournaise qui consumait l'âme de Youssouf. Réfugié à l'ombre d'un baobab centenaire dont les branches massives offraient un rare havre de fraîcheur, il composa fébrilement le numéro d'Ousmane Kaboré, un ancien frère d'armes devenu officier dans le renseignement militaire. Les 2 hommes avaient combattu ensemble pendant des années contre les groupes djihadistes qui menaçaient le nord du pays. Leur lien, forgé dans le sang et les épreuves, était indéfectible. Le message qu'il lui envoya était crypté, selon un code qu'ils avaient établi durant leurs années de service commun, une précaution devenue instinctive pour des hommes habitués aux communications sensibles. L'aigle est menacé. Le lionceau est en cage. Besoin d'une piste sans laisser de traces. La réponse ne tarda pas. Message reçu. Laisse le téléphone allumé. Ne réponds à aucun inconnu jusqu'à mon signal. Youssouf rangea son téléphone et reprit sa position près du bâtiment communal où Traoré poursuivait sa réunion avec les leaders locaux. Son visage ne trahissait rien, mais intérieurement, il était déchiré entre l'espoir que son ami puisse l'aider et la terreur de ce qui arriverait si les ravisseurs découvraient sa tentative de contournement. 1 heure plus tard, alors que le président Traoré s'entretenait avec des agriculteurs sur les techniques d'irrigation adaptées au climat sahélien de plus en plus aride, Ousmane rappela avec des informations qui confirmèrent les pires craintes de Youssouf. Les ravisseurs sont des mercenaires étrangers, probablement liés à une organisation basée en Libye, qui a récemment étendu ses opérations vers le sud. Ils agissent pour le compte de plusieurs intérêts, des multinationales minières inquiètes des nouvelles régulations imposées par Traoré, ainsi que certains services secrets occidentaux désireux de déstabiliser le régime. Ce n'est pas une simple tentative d'assassinat, Youssouf. C'est le prélude à un coup d'État minutieusement préparé. Youssouf ferma les yeux, assimilant la gravité d'une situation qui dépassait largement son drame personnel. Mais ma sœur ? Nous avons identifié un camp à la frontière nord, près de Djibo. Une équipe est en train de recouper les informations et de préparer discrètement une opération. Mais il faut gagner du temps. Si tu cèdes immédiatement à leur chantage, ils exécuteront à la fois Traoré et ta sœur, pour éliminer les témoins. Sans fanfare ni mouvement qui aurait pu alerter d'éventuels observateurs, Ibrahim Traoré fut extrait de sa case par une équipe d'élite dirigée personnellement par le colonel Edraogo, vétéran des opérations spéciales, reconnu pour son sang-froid et sa discrétion. Le président, vêtu comme un simple paysan, le visage partiellement dissimulé sous un chèche traditionnel, monta à bord d'un vieux pick-up Toyota à la carrosserie usée, qui s'éloigna rapidement par une piste secondaire peu fréquentée, soulevant un nuage de poussière ocre dans la lumière matinale. Pendant ce temps, dans le village, un officier de morphologie similaire, entraîné pour ce type de substitution, prenait sa place dans le convoi officiel. Youssouf, délibérément tenu à l'écart de cette extraction afin de préserver la crédibilité de son double jeu, transmit aux mercenaires des coordonnées précises non pas celles du véritable Traoré, désormais en route vers une base sécurisée, mais un point situé à 3 km au nord du village, où une unité des forces spéciales burkinabè attendait, parfaitement camouflée dans la végétation dense de la savane arbustive. Le président quittera le village à 10 heures précises, écrivit-il dans son message. Son convoi empruntera la route nord vers Doudou.
Le dispositif de sécurité sera réduit en raison d'une réunion d'urgence à la capitale qui a rappelé plusieurs officiers. Le point le plus vulnérable se situe aux coordonnées suivantes, où la route traverse un petit pont sur un cours d'eau asséché. La réponse fut immédiate. Le message reçu. Ta sœur sera libérée des confirmations de l'opération réussie. L'argent sera transféré comme convenu. Youssouf savait que ses promesses n'avaient aucune valeur. Une fois Traoré éliminé, lui et sa sœur deviendraient des témoins gênants à éliminer. Mais il jouait le jeu, gagnant du temps pour permettre aux forces spéciales de se positionner. Le piège était tendu. À 10h15, comme prévu, un bruit de moteur annonça l'arrivée d'un commando lourdement armé. 6 hommes à bord de 2 véhicules tout-terrain, visiblement des professionnels aguerris. Leur coordination et leur discipline trahissaient une formation militaire de haut niveau, confirmant les soupçons, il s'agissait bien de mercenaires expérimentés. Ils avancèrent prudemment vers le point indiqué, scrutant les environs à travers leurs lunettes de visée, sans se douter que chacun de leurs mouvements était observé par des tireurs d'élite burkinabés dissimulés dans les arbres et derrière les rochers. Un drone militaire, volant à très haute altitude pour éviter toute détection, transmettait en temps réel des images au poste de commandement mobile situé à 10 km de là. Youssouf, posté à distance raisonnable, observait l'opération à la jumelle, le cœur battant à tout rompre sous sa chemise trempée de sueur. Tout se jouait maintenant. Si les mercenaires découvraient la supercherie avant d'être neutralisés, ils pourraient donner l'ordre d'exécuter sa sœur. Si l'opération échouait, il serait considéré comme un traître par son propre camp. L'affrontement fut bref, mais d'une violence extrême. Au signal radio du colonel Edraogo, les forces spéciales surgirent de leur cachette, encerclant les assaillants tout en criant des ordres de reddition. Pris de court par cette embuscade inattendue, les mercenaires tentèrent néanmoins de résister, déclenchant un échange nourri de tirs qui déchira le silence de la savane. C'est alors qu'un jeune soldat burkinabé, à peine sorti de l'académie militaire, se retrouva exposé aux tirs ennemis après que son abri eût été détruit par un dispositif explosif. Sans hésiter, Youssouf s'élança vers lui, traversant une zone dégagée sous le feu croisé. Il le poussa violemment derrière un rocher, mais reçut une balle dans l'épaule gauche. Malgré la douleur fulgurante, il continua de tirer de sa main droite avec précision jusqu'à ce que le dernier mercenaire soit neutralisé. 4 furent capturés vivants, 2 tués. La poussière retombait lentement sur la scène du combat, tandis que les médecins militaires prodiguaient les premiers soins. Alors qu'on le transportait vers un véhicule médical, l'épaule bandée à la hâte, Youssouf entendit l'un des mercenaires capturés murmurer en français, avec un accent indéfinissable, mi-slave, mi-méditerranéen. D'autres viendront. Votre président dérange trop depuis sans intérêt. Ce n'était que le début d'une longue guerre. Ces mots résonnèrent dans son esprit tandis qu'il perdait connaissance, épuisé par la douleur et la tension extrême des dernières 48 heures. Son dernier souvenir fut celui du jeune soldat qu'il avait sauvé, le regardant avec une admiration silencieuse, ignorant tout du dilemme moral qui avait précédé cet acte de bravoure. 3 jours plus tard, Youssouf se réveilla dans la section hautement sécurisée de l'hôpital militaire de Ouagadougou, sous la garde vigilante de soldats d'élite. Sa blessure n'était pas mortelle, mais nécessiterait plusieurs semaines de convalescence. La balle avait traversé les tissus musculaires sans toucher d'artère majeure ni endommager l'articulation, une chance relative. À son réveil, il trouva Ibrahim Traoré assis à son chevet, lisant Les damnés de la terre de Frantz Fanon, un ouvrage que le président citait souvent dans ses discours. « Excellence !» murmura-t-il, en grimaçant sous la douleur. Traoré leva la main pour l'interrompre. « Reste tranquille, tu as assez fait. » Un silence pesant s'installa. Le bip des moniteurs médicaux et le murmure du couloir semblaient amplifier la gravité du moment. Finalement, le président lui prit la main et dit : « Tu as affronté le pire ennemi qu'un homme puisse rencontrer, la peur. Pas celle de mourir, tout soldat apprend à la dominer, mais celle de perdre ce qu'il aime. C'est l'épreuve ultime de la loyauté. » Youssouf ouvrit de grands yeux, stupéfait. « Les services de renseignement ont intercepté les premiers messages peu après que tu les as reçus. J'ai ordonné qu'on te laisse faire ton choix, sans interférence. J'avais besoin de savoir si ma confiance était fondée. » Des larmes lui montèrent aux yeux. « Et ma sœur ? » Traoré esquissa un sourire rare.
Elle est en sécurité. Une équipe l'a extraite cette nuit d'un campement à la frontière malienne. Elle est à l'hôpital de Bobo-Dioulasso. Tu pourras la voir dès que ton état le permettra. Submergé par l'émotion, Youssouf tendit une enveloppe froissée. Ma lettre de démission. J'ai failli. J'ai envisagé de vous trahir. Je ne mérite plus de veiller sur votre sécurité. Traoré la prit, la contempla un instant, puis la déchira lentement. Demande refusée. Tu es plus nécessaire que jamais. Les hommes parfaits n'existent pas. Seuls existent ceux qui, face à l'abîme, font le bon choix malgré la peur. Ses conseillers tentèrent immédiatement de l'en dissuader, arguant des risques diplomatiques majeurs et des possibles représailles économiques contre un pays déjà fragilisé par les sanctions internationales et l'instabilité régionale. Le ministre des Affaires étrangères, particulièrement inquiet, fit valoir que plusieurs accords commerciaux en cours de négociation pourraient être compromis. Mais le jeune président resta inflexible, frappant légèrement la table du plat de la main pour signifier que sa décision était irrévocable. Le silence et les compromis sont précisément les outils de notre asservissement collectif. Depuis trop longtemps, nous acceptons l'inacuité des conséquences. Notre force réside désormais dans la vérité exposée au grand jour et dans la solidarité panafricaine que cette vérité engendrera. 3 jours plus tard, après une préparation minutieuse et la mise en place d'un dispositif de sécurité renforcé, Traoré fit face à une assemblée de journalistes venus du monde entier dans la salle de conférence du palais présidentiel. L'annonce d'importantes révélations concernant une tentative de déstabilisation du régime avait attiré les médias internationaux, curieux de comprendre les dessous de cette affaire aux ramifications géopolitiques évidentes. Derrière un écran de télévision installé dans sa chambre d'hôpital militaire, Youssouf suivait l'événement avec appréhension, redoutant d'être publiquement désigné comme le maillon faible ayant presque compromis la sécurité nationale. Sa blessure le faisait moins souffrir que la honte qui continuait de le ronger malgré les paroles rassurantes de Traoré. Avec un calme impressionnant qui contrastait avec sa jeunesse, Traoré exposa méthodiquement les preuves du complot international, projetant documents et enregistrements audio à l'appui de ses accusations. Sans nommer explicitement certaines puissances étrangères, il laissa néanmoins les preuves parler d'elles-mêmes, démontrant l'existence d'un réseau transnational déterminé à renverser les gouvernements africains osant défier l'ordre économique mondial établi depuis les indépendances. Ces tentatives de déstabilisation ne sont pas nouvelles, déclara-t-il, mais leur sophistication et leur coordination internationale révèlent l'ampleur de ce qui est réellement en jeu, notre droit fondamental à déterminer notre propre avenir économique et politique sans ingérence extérieure. À la fin de son exposé rigoureux, qui dura près d'1 heure sans qu'un seul journaliste ne quitte la salle, captivés qu'ils étaient par la précision des informations dévoilées, un correspondant de la BBC posa la question que beaucoup se posaient. Monsieur le Président, les documents que vous avez présentés suggèrent qu'un de vos proches gardes du corps a été approché et a momentanément semblé collaborer avec ces mercenaires. Pourtant, il semble toujours bénéficier de votre confiance. Comment expliquez-vous cette apparente contradiction ? Un murmure parcourut l'assistance, tandis que Youssouf, dans sa chambre d'hôpital, retenait son souffle. Son nom n'avait pas encore été prononcé publiquement, mais il savait que ce n'était qu'une question de minutes avant que son identité ne soit révélée, avec toutes les conséquences que cela impliquerait pour sa réputation et sa carrière. La réponse de Traoré, prononcée d'une voix claire et posée, fut diffusée en direct dans tout le continent africain. La véritable loyauté n'est pas l'absence de doute ou de tentation. C'est la capacité de résister à cette tentation malgré les conséquences personnelles. Mon garde du corps, le capitaine Youssouf Diallo, n'a pas trahi sa patrie. Il a participé à démasquer ceux qui tentent de nous asservir, au péril de sa vie et de celle de sa famille. Sa sœur avait été enlevée et menacée de mort. Confronté à ce dilemme inhumain, il a trouvé le moyen de protéger à la fois sa famille et son pays. Cet homme incarne les valeurs de sacrifice et d'intelligence stratégique dont notre continent a besoin pour se libérer définitivement. Dans les jours qui suivirent, l'histoire de Youssouf devint virale sur les réseaux sociaux africains, transcendant les frontières nationales, souvent artificielles, héritées de la colonisation. Des messages de soutien affluèrent de tout le continent, célébrant celui que la presse panafricaine avait surnommé « l'homme qui refusa 5 millions pour sauver son âme ». Des débats passionnés s'engagèrent dans les universités et les médias sur les notions de loyauté, d'éthique en politique et de résistance face aux pressions extérieures.
Des intellectuels et leaders d'opinion virent dans cette histoire un symbole puissant de la nouvelle génération africaine, déterminée à défendre ses intérêts sans compromission. Une chaîne de télévision panafricaine basée à Dakar annonça la production d'un documentaire retraçant cette histoire extraordinaire, intitulé Le Prix de la dignité. Mais Youssouf, fidèle à sa nature réservée et à son éthique professionnelle, déclina poliment toutes les demandes d'interview et les offres commerciales qui commençaient à affluer, préférant se consacrer à sa convalescence puis à l'entraînement des jeunes recrues de la garde présidentielle. Sa nouvelle mission, confiée personnellement par Traoré, consistait à transmettre non seulement des techniques de protection physique, mais aussi les valeurs morales et la résilience psychologique nécessaires pour résister aux pressions, à la corruption et à la manipulation étrangère qui continueraient inévitablement à cibler les proches collaborateurs des dirigeants africains souverainistes. Pendant ce temps, dans l'ombre, un général connu pour son opposition à Traoré et ses liens avec l'ancienne puissance coloniale tenta de ternir la réputation de Youssouf, suggérant dans des cercles militaires influents qu'il avait réellement envisagé de trahir le président, avant de se raviser par simple opportunisme lorsqu'il avait compris que le piège se refermait. Cette tentative de déstabilisation échoua spectaculairement lorsque Youssouf, qui avait anticipé cette manœuvre, révéla des preuves soigneusement conservées, démontrant que ce même général entretenait des relations troubles avec certaines ambassades étrangères impliquées dans le complot. Des relevés bancaires, des enregistrements de conversations téléphoniques et des témoignages à blanc conduisirent à l'arrestation discrète mais ferme du général et de plusieurs de ses complices. Le message était clair, la nouvelle génération de leaders burkinabés, incarnée par Traoré et ses fidèles, ne tolérerait plus les anciennes pratiques de corruption et d'ingérence extérieure qui avaient maintenu le continent dans un état de dépendance depuis les indépendances formelles. Une page de l'histoire africaine semblait se tourner lentement, mais inexorablement. Dans sa chambre d'hôpital, contemplant le ciel étoilé de Ouagadougou à travers sa fenêtre, Youssouf médita sur les événements extraordinaires des derniers jours. Sa sœur et son chat, désormais en sécurité, lui avaient rendu visite, leur retrouvaille marquée par des larmes de joie et le soulagement intense d'avoir échappé ensemble à ce qui aurait pu être une tragédie familiale. Dans leurs regards s'était échangée une promesse silencieuse, transformer cette épreuve en force, non seulement pour eux-mêmes, mais pour tous ceux qui, comme eux, aspiraient à une Afrique réellement libre et digne. 3 années s'étaient écoulées depuis la tentative d'assassinat. Le soleil éclatant de Ouagadougou brillait intensément sur la façade moderne d'un bâtiment inauguré ce jour-là au cœur d'un quartier populaire de la capitale. Sur le fronton, des lettres dorées proclamaient « Centre Diallo pour la protection des victimes de trafic humain et d'enlèvement ». L'architecture sobre mais élégante, conçue par un jeune architecte burkinabé formé localement, mêlait harmonieusement tradition vernaculaire et innovation contemporaine. À l'intérieur, la sœur de Youssouf, désormais directrice de ce centre financé par un mélange équilibré de fonds gouvernementaux et de donations privées strictement africaines, accueillait les premières familles touchées par des drames similaires aux siens. Son visage, autrefois marqué par le traumatisme de l'enlèvement, rayonnait maintenant d'une détermination sereine et d'une compassion profonde pour ceux qui traversaient les épreuves qu'elle avait elle-même connues. Son expérience traumatisante s'était transformée en une mission personnelle et collective, venir en aide à ceux qui, comme elle, avaient été utilisés comme monnaie d'échange ou victimes collatérales dans les conflits politiques et économiques qui déchirent encore trop souvent le continent. En 2 ans d'existence, d'abord sous forme d'association informelle avant cette institutionnalisation, le centre avait déjà permis la localisation et le sauvetage de plus de 50 otages, et offert un soutien psychologique, juridique et social à des centaines d'autres victimes et leurs familles. Nous transformons la douleur en action, expliquait-elle aux officiels venus pour l'inauguration. Chaque personne qui franchit nos portes n'est pas seulement une victime à aider, mais un potentiel agent de changement que nous accompagnons vers la guérison et l'autonomisation. À quelques kilomètres de là, dans une ancienne caserne militaire entièrement réhabilitée et modernisée, Youssouf supervisait personnellement la formation d'une nouvelle promotion de l'Académie de sécurité éthique, une institution unique en son genre qu'il avait fondée. Dans le cadre du sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la souveraineté et la sécurité continentale, Ibrahim Traoré avait organisé une cérémonie spéciale au Palais des Sports rénové, en présence de plusieurs chefs d'État africains partageant sa vision panafricaniste. La salle immense était comble, accueillant non seulement des dignitaires et des diplomates, mais surtout des milliers de citoyens ordinaires, principalement des jeunes, venus participer à ce moment historique.
L'atmosphère vibrait d'une énergie palpable, mélange d'espoir collectif et de fierté nationale, qui transcendait les clivages politiques internes. Devant cette assemblée et les caméras retransmettant l'événement dans toute l'Afrique et au-delà, le président, dont l'autorité morale s'était considérablement renforcée depuis la révélation du complot, appela Youssouf à le rejoindre sur l'estrade. Aujourd'hui, déclara Traoré, nous honorons non pas un héros de guerre conventionnel, mais un héros de la conscience. Un homme qui, face au choix le plus déchirant qu'un être humain puisse affronter, choisir entre sa famille et sa patrie, a refusé cette fausse dichotomie imposée par ceux qui nous veulent divisés et vulnérables. Il a trouvé un troisième chemin, celui de l'intelligence stratégique mise au service de valeurs inébranlables. La salle entière se leva pour une ovation qui sembla interminable. Des jeunes brandissaient des portraits de Youssouf, devenus symbole d'intégrité pour toute une génération en quête de modèles authentiques. Certains arboraient des t-shirts portant l'inscription « 5 millions ?» Non merci. Ma dignité n'a pas de prix. Le garde du corps, visiblement ému mais toujours aussi sobre dans son uniforme impeccable, peinait à contenir son émotion face à cette reconnaissance collective qu'il n'avait jamais recherchée. Dans les semaines qui suivirent, des lettres et des messages continuèrent d'affluer de tout le continent, adressés simplement à Youssouf, Ouagadougou, témoignage de sa notoriété désormais continentale. La poste burkinabé dut créer un service spécial pour gérer ce courrier extraordinaire. Des témoignages poignants de personnes ordinaires exprimaient comment son exemple les avait inspirés dans leurs propres dilemmes moraux quotidiens. Votre histoire m'a donné le courage de refuser un pot de vin qui aurait compromis la sécurité alimentaire de mon village, écrivait un fonctionnaire tanzanien. J'ai nommé mon fils Youssouf pour qu'il grandisse avec les mêmes valeurs que vous, partageait une jeune mère sénégalaise. Vous nous avez appris ce qu'est vraiment le courage. Non pas l'absence de peur, mais la détermination d'agir justement malgré la peur, philosophait un étudiant nigérien. Parmi ces milliers de messages, un dessin maladroit d'enfant représentait un homme en uniforme protégeant à la fois une famille et un drapeau, accompagné de ces mots simples « Je veux être comme vous quand je serai grand ». Cette lettre, venue d'un petit village du Mali, Youssouf l'avait fait encadrer et l'avait placée dans son bureau, comme rappel constant de la responsabilité qui accompagnait désormais son statut de figure exemplaire. Lors d'une conférence panafricaine sur la gouvernance et la souveraineté, organisée à l'université de Ouagadougou, désormais rebaptisée Université Thomas Sankara, Traoré prononça un discours qui résonna bien au-delà des frontières du pays et marqua une étape importante dans l'articulation d'une nouvelle vision politique pour le continent. L'Afrique a besoin de plus de Youssouf. Des hommes et des femmes qui, face aux pressions extérieures et aux tentations personnelles, choisissent le chemin difficile de l'intégrité non par rigidité morale stérile, mais par compréhension profonde que notre libération collective passe par des décisions individuelles courageuses. Notre continent ne souffre pas d'un manque de ressources naturelles ou de talents humains exceptionnels, mais d'un déficit historique d'exemples moraux incarnés, qui démontrent concrètement que résister est possible, que céder n'est pas inévitable. Dans l'enceinte d'une base militaire de Ouagadougou, à l'initiative discrète de jeunes officiers formés à l'Académie de sécurité éthique, une modeste statue fut érigée sans cérémonie officielle. Un simple soldat debout, vigilant mais serein, avec cette inscription gravée dans le bronze, « La loyauté ne s'achète pas ». Youssouf, désormais quinquagénaire mais toujours aussi vigoureux, avait refusé d'assister à cette inauguration. Fidèle à sa conviction que les honneurs personnels ne devaient jamais devenir une fin en soi, il continuait sa mission tout en cultivant une discrétion presque légendaire, qui contrastait avec sa notoriété croissante. Refusant systématiquement tous les honneurs officiels et les postes prestigieux qu'on lui proposait régulièrement, y compris des offres de ministère, il préférait parcourir incognito les rues des villes et villages du Burkina Faso, observant les changements progressifs dans son pays. On le voyait parfois aider anonymement des personnes dans le besoin, sans jamais révéler son identité. Pour beaucoup, il était simplement un ancien militaire au regard bienveillant et aux manières courtoises, non la figure quasi mythique célébrée dans les manuels scolaires et les chansons populaires que les griots modernes avaient composées en son honneur. Un soir, alors qu'il marchait dans les rues animées de Ouagadougou, profitant de la fraîcheur relative après une journée caniculaire, il remarqua un jeune soldat assis seul sur un banc public, visiblement tourmenté. S'approchant doucement pour ne pas l'effrayer, Youssouf engagea naturellement la conversation. Il découvrit que le jeune homme était confronté à un dilemme moral,
il subissait des pressions de sa hiérarchie pour falsifier des rapports de sécurité qui auraient permis de dissimuler des détournements de fonds destinés à l'équipement des troupes combattant les insurgés djihadistes au nord. Après l'avoir écouté attentivement, sans jugement, Youssouf prononça ces paroles simples, qui résumaient toute sa philosophie de vie forgée dans l'épreuve du feu. Tu as toujours un choix, jeune homme. Même quand tous les chemins semblent sombres, il existe toujours une voie honorable. La question n'est pas de savoir si cette voie existe, mais si tu as le courage de l'emprunter et la sagesse de comprendre que les sacrifices immédiats qu'elle implique sont infiniment préférables au poids écrasant des remords qui t'accompagneraient toute ta vie si tu choisissais la facilité. Le jeune soldat, ne reconnaissant pas celui qui lui parlait dans la pénombre du soir, hocha néanmoins la tête, sentant la sagesse profonde qui émanait de ces mots. Ce qu'il ignorait, c'est que cette rencontre fortuite avec la légende vivante qu'était devenu Youssouf marquerait le début de sa propre transformation, perpétuant ainsi un héritage de courage et d'intégrité qui continuerait à illuminer l'avenir du Burkina Faso et de l'Afrique tout entière. Car au-delà des monuments et des célébrations officielles, le véritable héritage de Youssouf résidait dans ces moments invisibles, ces conversations impromptues, ces décisions quotidiennes prises par d'innombrables individus ordinaires inspirés par son exemple. Comme un feu qui se propage de proche en proche, l'étincelle qu'il avait allumée dans un moment de crise personnelle devenait progressivement une flamme collective, éclairant le chemin vers une Afrique véritablement souveraine non seulement sur le plan politique, mais aussi et surtout sur le plan moral. Dans le bureau présidentiel, Ibrahim Traoré contemplait une photographie encadrée le montrant aux côtés de Youssouf lors de la cérémonie d'inauguration de l'Académie de sécurité éthique. Un sourire rare adoucit ses traits habituellement austères, tandis qu'il murmurait pour lui-même. Thomas serait fier de nous. La référence à Sankara, le leader révolutionnaire assassiné dont il se revendiquait l'héritier spirituel, n'était pas fortuite. Dans le parcours extraordinaire de Youssouf, Traoré voyait la confirmation que les idéaux de justice, de dignité et d'indépendance véritables pour lesquels Sankara avait donné sa vie n'avaient pas disparu avec lui. Il s'était simplement transformé, adapté, et avait trouvé aujourd'hui de nouveaux porteurs prêts à poursuivre le combat par d'autres moyens. L'histoire de Youssouf, l'homme qui avait refusé 5 millions de dollars pour rester fidèle à ses valeurs, devenait ainsi bien plus qu'une anecdote héroïque dans l'histoire tourmentée du Burkina Faso. Elle incarnait la possibilité même d'une renaissance africaine fondée non pas sur des idéologies importées ou des modèles étrangers, mais sur une intégrité fondamentale retrouvée, pierre angulaire de toute transformation sociale authentique et durable. Le chemin sera long, avait un jour déclaré Youssouf à ses étudiants. Mais chaque pas sincère nous rapproche d'une destination qui en vaut la peine.